bienvenue à tous les trois. Merci d'être là. Je vais commencer avec vous, Philippe Cruette. Vous êtes donc directeur général de GBNA Santé, premier groupe privé du secteur MCO, en Gironde, second de Nouvelle-Aquitaine. Vous représentez donc le privé. La crise avait démontré qu'il était possible de collaborer entre public et privé. Depuis, on a fait quelques pas en arrière. Pourquoi Alors c'est sûr que face aux besoins de la population en termes de soins, aujourd'hui, il n'y aura pas de salut en dehors d'une parfaite solidarité entre l'ensemble des acteurs. Nous sommes tous des hospitaliers, publics, privés. Notre raison d'être, c'est de prendre soin de la vie, de la santé de la population, tous, au-delà des statuts. C'est vrai que cet événement, alors on en profite encore en 2023 parce que ça n'a que 3 ans. Dans quelques années, ça fera un peu ancien combattant que d'évoquer cet épisode-là. Mais en mars 2020, la raison c'est pourquoi, et on va essayer d'y répondre, mais en mars 2020, sur notre territoire, la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine de façon générale, mais spécifiquement la Gironde, on a réussi à faire face, tous les hospitaliers, publics et privés. On a fait face à la crise avec une mobilisation et une parfaite entente entre l'ensemble des structures. Les staffs ont été réalisés entre les équipes de l'hôpital, les équipes des établissements de santé privés. Et dans notre région, qui a été un tout petit peu moins impactée au niveau épidémiologique que l'ensemble du territoire, mais on est la région qui avons reçu le plus des VASAN. On est la région qui avons le plus soulagé l'ensemble du territoire français. Et on ne peut pas se dire que ça a été un hasard, et c'est parce qu'on a eu une parfaite coordination. On a eu une ARS, et je regarde monsieur le directeur général adjoint de l'ARS, où il était aux manettes sur la Gironde à l'époque. On a réussi à ce moment-là d'être sur un état de grâce, et plus personne n'a pensé à quoi que ce soit. Je crois que les gens se sont... Je parle pour notre groupe GBNA, ça a duré 30 secondes, on a des valeurs, responsabilité, humanisme, excellence, et quand on est face à un énorme problème, on n'a que 10 secondes en pensant à ces valeurs pour dire oui, on y est, on y va, et on ne se pose même pas de questions de calcul de quoi que ce soit, parce que profondément, ce sont nos valeurs. Donc on a réussi à faire ça. Alors, du coup, on peut se dire aujourd'hui, les moments de crise, il y a une solidarité très forte. Quand on revient sur quelque chose, un fonctionnement normal, on a les positions qui se reprennent et un certain individualisme qui est de rigueur. Alors on peut le déplorer, mais moi j'ai envie de dire que il faut du leadership. On avait un vrai leadership ARS. Alors est-ce que c'est l'ARS qui doit le porter ou des hospitaliers ? Mais on a besoin de leader de l'hospitalisation. Alors, si l'ARS demande à ce que ça soit le privé qui prenne le leadership, mais j'en suis pas certain, mais on serait prêt à l'assumer. Donc, il y a besoin de monter des établissements en tant que leader sur leur territoire. Tout à l'heure, Marie-France Gaucher évoquait la confiance. Est-ce que ce n'est pas un problème de confiance entre public et privé qui empêche cette collaboration permanente ? Alors, je reviens un peu à ce que je disais, parce que oui, confiance, mais on a confiance dans un leader. Mais pour être leader, il faut d'abord être leader de soi-même. Ça vaut pour les êtres humains, ça vaut pour les institutions. Et il y a sûrement quelque chose dans ce que vous dites, de la confiance, de l'équité, de la transparence, oui. Être fort, mais bienveillant, et j'irais même jusqu'à dire de l'abnégation. Pour être leader, il faut ces qualités-là. Donc on attend dans nos territoires à ce que ceux qui doivent être leaders le soient et qu'on soit dans une totale confiance. Il n'y a plus de ces réunions régulières entre public-privé avec l'ARS, où ça ne se fait pas de façon assez régulière ? Vu que depuis 2020, on a quand même la sensation d'enchaîner crise sur crise, parce qu'on a eu la crise Covid, mais on a traversé là, depuis quelques mois des crises urgences. Alors oui, il y a toujours ces réunions, ces points de rencontre, mais qui ne sont pas sous la même forme. J'ai l'impression que la crise étant moins vitale pour la population, très, très ennuyeuse, hein, je ne minimise pas, mais pas par rapport à ce qu'on a vécu en mars 2020. On a des échanges qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a pu avoir il y a 2 ans. Olivier Jourdain,
Je vais vous demander votre avis à vous aussi, en tant que président de la CSOS Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que vous pensez déjà du diagnostic de la santé actuelle aujourd'hui en France ? Alors en préambule, je voudrais d'abord remercier Lamine et puis Marie-France de leur invitation. Il n'y a pas énormément de médecins ce matin et je suis très heureux d'être leur représentant. Alors je pense que sur les territoires, nous devons partager, en préambule, il faut qu'on partage les choses. Et c'est uniquement sur un élément de diagnostic partagé qu'on pourra construire. Le premier élément de diagnostic, c'est que autant, et j'abonde de ce que vient de dire Philippe Cruette, le système a tenu pendant la crise Covid, et avec des coopérations qui se sont bien installées, avec une simplification qui a été mise en œuvre. Et donc, on a montré qu'on était capable de le faire. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on partage le diagnostic que ce n'est plus le cas, clairement. Ça n'est plus le cas. Le système n'est pas en tension. Le système n'a pas tenu. Le système, il est en train de s'effondrer. On ne compte plus les services d'urgence qui ferment. On ne compte plus les maternités qui ferment, y compris dans des villes de taille substantielle. Et aujourd'hui, et d'ailleurs je tiens à remercier à ce sujet l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui a fait un travail remarquable sur l'évaluation des retards de prise en charge sur le programmé. Aujourd'hui, et c'est la prochaine difficulté qui va surgir dans les médias, vous allez le voir, ça commence déjà. Aujourd'hui, les retards de soins, les déprogrammations, les abandons de soins sur le fonctionnel se multiplient. Et je pense qu'il faut tout d'abord qu'on soit tous ensemble, se retrouver sur ce diagnostic, qui est important parce qu'il montre que ce n'est pas les urgences. On ne va pas résoudre en silo, d'un côté le problème des urgences, d'un côté le problème des maternités. Ça ne marchera pas. Ça n'est pas possible. Le système, il est en grande difficulté pour des raisons d'attractivité, etc., pour des tas de raisons. Alors, là aussi, il faut partager aussi un certain nombre au-delà, et je suis très heureux de l'intervention de Françoise Janson sur les formations. Je pense que clairement, il faut aussi partager un certain nombre de diagnostics sur les formations. Et les territoires doivent faire remonter ce genre d'informations. Qu'est-ce que j'entends par là ? Le système passe l'as, et je vous invite d'ailleurs, en préparant cette intervention, j'ai relu l'interview de Benoît Weber dans Le Monde de mardi, qui explique parfaitement que le système passe l'as ne répond pas à la demande et ne répond pas aux besoins. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il reprend la même interview il y a juste un an de professeur Samuel, qui était son prédécesseur, qui disait exactement la même chose il y a un an. Et là, on se dit quoi ? On se dit que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Et aujourd'hui, les améliorations potentielles, on dit, ah oui, peut-être 2025, 2026. Non, ça n'est pas acceptable. Mais pour que les choses bougent, il faut que nous, sur le terrain, soyons capables de partager ce diagnostic. Voilà. Sur la formation, justement, parce que là, par exemple, les médecins, il faut attendre que 10 à 15 ans pour qu'un médecin se forme. En attendant, par exemple, M. Valtou, qu'on va entendre dans quelques instants, propose des échanges entre les différentes structures. Vous en pensez quoi ? Oui, alors évidemment, moi, je me suis beaucoup impliqué en Nouvelle-Aquitaine pour que les établissements privés soient support de terrain de stage. Bon, clairement, Lamine l'a dit, il y a un système, il y a un problème de financement, hein, clairement. Lamine, je t'ai trouvé très optimiste avec le montant des budgets que tu as évoqué. En tout cas, dans l'établissement où je travaille, c'est un peu plus que ça. Et c'est un frein très clair. Je pense que là aussi, il faut dépasser les querelles et il faut rentrer dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quoi ? Il faut que les terrains de stage aient une consistance sur un projet pédagogique. Ça vaut pour tous. Ça vaut pour le privé. Et je peux vous assurer que je bataille avec l'ensemble des établissements qui veulent déposer des dossiers d'agrément pour avoir des étudiants en formation. Il faut que le contenu pédagogique soit là. C'est vrai, et ça doit être vrai aussi pour l'hôpital public, et ça doit être vrai pour toutes les structures d'accueil de stagiaires. Puisque la collaboration avait si bien marché pendant le Covid, qu'est-ce que vous garderiez de cette expérience ? Alors, moi je pense que si vous voulez, la collaboration, la territorialité, qui sont des mots un peu techno pour les gens de terrain, je crois qu'il faut leur mettre du sens sur le terrain. Leur mettre du sens sur le terrain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez, la territorialité, c'est dire, bah oui, il y a 10 ans, on a dit qu'on allait supprimer toutes les lignes de PDS des établissements privés, et puis là, on va dire, on les remet. Ça n'a pas de sens ni de les enlever, ni de les remettre. Je pense qu'il faut très clairement se mettre autour de la table et construire du projet médical.
Alors je suis médecin, vous allez me dire, mais j'assume et j'en suis fier même. Je pense qu'on n'en sortira pas si on ne fait pas de la dentelle sur le terrain avec du projet médical qui soit vraiment adapté à chaque territoire. Parce que la solution pour Agen, la solution pour Bordeaux, la solution pour Brive, ça n'est pas la même. Et ça passe par du projet médical avec les acteurs du territoire, dont les médecins. Pas que les médecins, mais dont les médecins. Oui. Alors oui, c'est pas facile, oui, il y en a qui s'entendent, oui, il y en a qui s'entendent pas, mais de toute façon, il n'y a pas de plan B. Si on n'arrive pas à faire s'entendre les gens sur le territoire, on n'arrivera pas. Et c'est là où on en a parlé beaucoup en ce moment, puisque c'est la saison des PRS. Je pense très clairement, il faut que les PRS donnent les moyens, en termes de simplification et en termes de souplesse, pour que justement ce travail de dentelle soit possible sur le territoire. Et on a fait un gros travail avec l'Axos que je préside en Nouvelle-Aquitaine pour émettre un avis, et je crois qu'on a été au moins en partie entendu par notre ARS et par notre DG Benoît Elbaud qui sera là demain, mais qui nous l'a entendu, et Dieu sait si on a eu des contacts réguliers avec lui. Je pense que ça passe impérativement par ça. Et on en avait parlé, en aparté, vous en souvenez, c'est la médicalisation, c'est la simplification, oui. Et c'est comme ça que les territoires pourront proposer des solutions. Merci beaucoup. On va maintenant entendre Monsieur Frédéric Valtou, s'il est bien là en visio. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes donc député et vous avez une proposition de loi qui va bientôt passer. On attend son vote ou non. Elle repasse en novembre au Sénat. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter les grandes lignes de ce projet de loi ? Alors, pour être très synthétique et pour ne pas occuper tout l'espace-temps, cette proposition de loi, elle vise simplement à permettre de territorialiser un petit peu plus notre système de santé dans le droit fil d'ailleurs de ce que porte comme vision beaucoup des interlocuteurs qui jusqu'à présent se sont exprimés dans votre convention. Voilà, c'est pas un projet de loi général qui refond la politique de santé, c'est qu'une initiative parlementaire, elle est forcément circonscrite à un sujet particulier, mais elle vise à permettre de faciliter dans les territoires d'abord l'approche commune, le partage de projets, et ensuite la déclinaison territoriale pour prendre en compte ces spécificités qui viennent d'être évoquées de chacun des territoires de France, donc prendre en compte les spécificités dans la déclinaison des grands objectifs de la politique de santé. C'est-à-dire que si ce texte va jusqu'au bout de son parcours parlementaire, eh bien c'est dans les territoires de santé dorénavant que viendront se décliner et se penser, s'organiser des sujets comme l'accès aux soins et autour de quelles priorités, les coopérations, les filières de prise en charge, mais aussi des sujets comme la permanence des soins, et notamment en établissement, pas simplement, mais notamment en établissement. Voilà, c'est une pierre supplémentaire, très modeste, mais pierre supplémentaire dans un chemin qui a démarré il y a quelques années, qui est loin d'être abouti encore, vers effectivement une approche beaucoup plus territoriale des enjeux de santé, au détriment de ce qu'on connaît depuis toujours d'un système de santé qui est très centralisé, avec une conception très, très jacobine de son organisation. On m'entend ? Oui. Pour rentrer concrètement, moi, le problème principal, un des problèmes principaux qu'on voit aujourd'hui, c'est le nombre de médecins par territoire. J'ai rien vu dans votre projet de loi à ce sujet. Ah, c'est sûr que j'ai pas trouvé des bataillons de médecins sous le sabot d'un cheval, ça c'est clair. J'ai pas trouvé la cagnotte secrète dans laquelle roupillaient des bataillons de médecins prêts à être harmonieusement répartis sur tout le territoire. Et comme je l'ai dit, c'était une proposition de loi, donc c'est un objet législatif qui est circonscrit à un sujet et qui peut pas embrasser largement tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour sauver notre système de santé. Il ne touche absolument pas aux enjeux de formation. Et c'est vrai que idéalement, et d'ailleurs c'est un travail qu'avec d'autres députés de la majorité présidentielle, on va commencer à faire en lien avec le gouvernement, il y a un vrai travail à faire sur les études en santé, pas qu'en médecine, en santé, l'accès à ces filières, l'élargissement de ces filières et peut-être même d'ailleurs l'organisation elle-même de ces formations. Donc c'est un sujet très vaste et qui effectivement est un des verrous
dans la refonte de notre système de santé. Donc effectivement, je n'ai pas sorti de ma botte magique ou de ma hotte magique des bataillons de médecins qui n'existent pas. Elle vise simplement à essayer d'avancer et à partager. J'entendais ce que disaient plusieurs de vos invités qui parlaient de la belle époque, si on peut dire ça, je mets des guillemets bien sûr, de la belle époque du Covid où tout le monde a pu travailler sereinement ensemble, enfin sereinement, en tout cas harmonieusement ensemble. Bon, d'abord, ça s'est passé comme ça dans certains territoires, ça s'est moins passé comme ça dans d'autres territoires, donc il faut aussi sortir d'une vision un peu angélique des choses, d'une part, mais deuxièmement, pour ça, il faut que les gens se parlent, travaillent ensemble, et je le redis, cette proposition de loi, elle vise à permettre cela très, très, très concrètement. Qu'est-ce que vous penseriez d'un service public de santé qui associerait tous les acteurs publics et privés ? Moi, sur l'idée, je suis tout à fait favorable et je pense que à travers une des dispositions qui est dans ce texte, qui est la remise au goût du jour d'une permanence des soins en établissement qui soit partagée par tous les acteurs et notamment par le privé. Et je remercie d'ailleurs la FHP, son président, mais aussi l'ensemble de son conseil d'administration, d'avoir finalement, dans son expression sur ce texte, soutenu cette disposition. Donc, ça prouve bien que les acteurs privés ont envie de participer aux missions de service public, participer à la permanence des soins partout dans les territoires. Ce sera la démonstration que, ici ou là, selon l'état des forces, l'état le nombre d'établissements qui figurent ou qui figurent pas dans les territoires, eh bien, cette permanence des soins en établissement pourrait être assurée ici par le public, comme elle l'est aujourd'hui à 90%, mais ailleurs par le privé, et on verra sans doute qu'il y aura un rééquilibrage entre public et privé. Donc, ce sera la démonstration tout à fait claire sur ce sujet uniquement de la permanence des soins que public ou privé, j'allais dire, l'étendard importe peu, tant que chacun participe pleinement et aux conditions qui doivent être les mêmes. Alors ça dépend pas de moi, ça dépendra de discussions avec le ministère de la Santé, mais aux conditions qui devront être les mêmes, que chacun participe à prendre sa charge, son rôle, sa responsabilité en matière de permanence des soins. J'ai entendu quelques critiques de médecins sur la permanence des soins parce que même si elle associe public-privé, ça a une permanence week-end, nuit, jour. Est-ce que c'est pas alourdir encore la charge des médecins qui est déjà très importante ? Ah, moi, j'ai pas du tout entendu de critiques sur mon texte. Je sais pas où vous les avez entendus. Moi, je trouve que de la part de médecins libéraux que j'ai pu avoir. Oui, je rigole. Bien sûr que j'entends tout ça. Non, mais je pense que la crainte que je comprends de la part, et j'en ai parlé plusieurs fois avec le président Lamine Garbi, mais pas simplement, avec d'autres, qui est effectivement de dire, à partir du moment où on participerait à la permanence des soins, on ne peut exercer que dans nos établissements, le statut libéral, les habitudes de travail, etc. Mais il n'a jamais été question, en tout cas dans mon esprit, et quand j'en ai parlé avec le gouvernement et qu'on s'est entendu avec le gouvernement sur cette disposition, il n'a jamais été question qu'on envoie soit des médecins hospitaliers intervenir dans les cliniques, soit au contraire des praticiens libéraux intervenir à l'hôpital. Voilà. Après, il se pourrait peut-être. Tout à l'heure, il était question. Enfin, on rappelait l'époque du Covid. Pendant les périodes du Covid et notamment dans les régions les plus touchées, on a vu des praticiens libéraux quitter leur clinique physiquement pour aller donner un coup de main et intervenir directement à l'hôpital. Alors, c'était une situation exceptionnelle. Mais c'est-à-dire, si dans un territoire, les uns et les autres ont l'habitude de travailler ensemble, si les libéraux qui, par exemple, interviennent dans le bloc opératoire de l'hôpital de Fontainebleau, comme c'est le cas aujourd'hui pour une quinzaine de chirurgiens libéraux qui interviennent dans un des blocs de l'hôpital de Fontainebleau, si les habitudes locales de travail font que ça pose pas de problème aux uns et aux autres de travailler dans les locaux de l'un ou de l'autre, évidemment que il faudra avoir la souplesse de dire le bon sens et l'efficacité de la réponse doit primer et que ça doit être possible. Mais en tout cas, l'idée n'est pas d'obliger ou de contraindre des libéraux d'aller intervenir pour assurer la permanence des soins dans un établissement public. Ce sont les établissements, je pense, qui devront répondre au cahier des charges qui seront édictés pour la permanence des soins, et de manière à ce que ce soit à la clinique, soit à l'hôpital, qu'on amène l'accidenté de la route à 3h du matin qui a besoin d'être opéré. En parlant de contraintes, entre guillemets, vous avez prévu de rattacher tous les professionnels de santé au CPTS de façon obligatoire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors là aussi, on a réfléchi à la manière d'accélérer l'émergence des CPTS. Pourquoi ? À partir du moment où on veut que le territoire de santé soit vraiment
l'organe qui décide et qui décline un certain nombre de grandes priorités. Encore faut-il que tous les acteurs soient autour de la table. L'hospitalier, c'est pas compliqué. Les élus locaux, c'est pas compliqué. Un certain nombre d'institutions de l'État, c'est pas compliqué non plus. Les cliniques, c'est sans doute pas compliqué non plus. Mais les libéraux en tant que tels, et là je parle des libéraux de ville, évidemment, c'est plus disparate. On sait que les CPTS qui fonctionnent aujourd'hui, elles fédèrent entre 20-25% des professionnels d'un territoire, 30 parfois pour les plus dynamiques d'entre elles. Et on est vraiment là sur quelques cas pas nombreux en France. Donc l'idée c'était plutôt d'accélérer, et on imagine bien qu'une CPTS ne fédérera jamais 100% des territoires, des professionnels d'un territoire, mais en tout cas qu'on puisse passer de 20-25% à 60-70%. Donc c'est pas une clause d'inscription obligatoire. C'est que on dit qu'un professionnel qui exerce dans un territoire est réputé être membre, et que s'il veut pas être membre de la CPTS, il lui suffira d'envoyer un mail, ce qui prend entre 10 et 20 secondes, pour signifier que cette aventure-là n'est pas la sienne, que ça ne l'intéresse pas, et qu'il préfère continuer tout seul dans son coin. Ça posera de problème à personne. Oui. Mais disons qu'on veut essayer de faire passer un cap supplémentaire, un pas supplémentaire, parce qu'on aura besoin autour de la table, lorsqu'on décidera permanence des soins, que les représentants de la CPTS parlent vraiment au nom de la grande majorité des libéraux d'un territoire, et pas simplement au nom des plus engagés d'entre eux, et qui ne seraient qu'une minorité. Donc voilà, c'est un peu une analogie, et les élus qui sont dans la salle et les députés qui sont dans la salle comprendront. Si je peux faire un parallèle, pendant 30 ans, on a dit que l'intercommunalité, enfin pas 30 ans, pendant 50 ans, on a dit que l'intercommunalité était sur la base du volontariat. Et vous avez des communes dans des territoires un peu militants, je pense à l'ouest de la France, qui ont fait émerger des intercommunalités. Et puis finalement, il y avait des territoires qui restaient totalement en marge de ça. Bon, il a fallu les années 90 pour décréter que maintenant plus une commune devait penser son avenir toute seule dans son coin, et qu'il fait de l'intercommunalité était obligatoire. Aujourd'hui, personne, pas une commune de France, pas un maire de France, aurait l'idée de revenir en arrière sur les intercommunalités, même si à l'époque ça a beaucoup grogné. On sait qu'en France, il y a toujours les plus volontaristes, les plus militants qui s'engagent. Et puis, il y a le gros du troupeau qui, parce qu'ils sont loin de tout ça, parce que c'est pas leur sujet, parce qu'ils n'ont pas bien compris l'intérêt, ils restent en dehors. Bon, voilà, on met un petit coup d'accélérateur. Donc, c'est une pression amicale, c'est pas une obligation ou une contrainte. Ceux qui veulent pas, ils pourront toujours vivre dans leur coin, mais c'est une pression amicale pour essayer de structurer un peu plus dans les territoires les coopérations. En tout cas, c'est un lieu d'échange. Est-ce que vous voulez réagir aux propositions et à ce que M. Valtou a dit ? Je vais donner la parole à Didier Jaffre, directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie. Est-ce que dans tout ce que vous avez entendu, il y a des choses qui vous font réagir déjà ? Oh non, rien du tout. Bonjour Églantine et bonjour à toutes et tous. Non, je voudrais peut-être, avant même de réagir, quand même replacer peut-être le débat, parce que je ne l'ai pas entendu. Mais je pense que nous sommes tous là, et forcément c'est un parterre d'offreurs de soins, mais nous sommes tous là pour les habitants et répondre à leurs besoins. Et je pense que, y compris à travers l'action et les PRS, ne jamais oublier que ce pourquoi nous sommes là, et même ce pourquoi nous sommes financés, c'est pour répondre aux besoins locaux de chaque habitant. Et quel que soit l'endroit où il habite, quelle que soit sa situation sociale, économique, nous devons de faire en sorte qu'il ait accès, non pas aux soins, comme c'est écrit ici, mais accès à la santé. Puisque les soins, c'est une chose, mais la prévention, l'éducation à la santé, faire en sorte que l'eau soit de bonne qualité, c'est un facteur et un déterminant essentiel pour la santé de nos concitoyens, c'est ça que nous devons organiser partout, sur l'ensemble des territoires, dans toutes les régions. Moi, je suis dans une région voisine de la région Nouvelle-Aquitaine, avec 13 départements. Il est bien évident que l'organisation de la santé, elle va être différente que vous soyez dans le Gers, dans le Gard, dans les Pyrénées-Orientales ou les Hautes-Pyrénées. Ça ne peut pas s'organiser de la même manière pour une bonne et simple raison que vous devez prendre en compte les spécificités géographiques, les spécificités démographiques et l'ensemble de l'organisation en elle-même telle qu'elle est constituée. Avec un pari et une ambition que nous avons en région Occitanie, qui est de faire en sorte qu'en 2040, où nous aurons 1 million d'habitants en plus, et on ne peut que s'en réjouir dans une région extrêmement attractive, mais ça veut dire que les 50 000 habitants qui viennent s'installer dans notre région chaque année, ils viennent avec leurs besoins de santé,
même s'ils ne sont pas malades. Ils ont des besoins de santé. Et nous devons être en capacité d'y répondre. Et on le sait tous, en matière de santé, les décisions que nous prenons, ce sont des décisions de moyen et de long terme. Et si on ne prend pas les bonnes décisions en 2023, notamment à travers le projet régional de santé, nous ne serons pas en capacité de faire face en 2040, quand les 1 million d'habitants seront là dans notre région. Donc, pour moi, quand on écrit avec les acteurs le projet régional de santé de la région Occitanie, c'est avant tout répondre aux besoins des habitants. Et après, bien entendu, il faut absolument partir des territoires. Quand le président de la République a lancé la refondation du système de santé, c'est bien pour changer l'approche, partir des besoins et pas partir de l'offre. J'ai entendu l'ensemble des débats sur la permanence des soins, sur l'organisation, sur le public, sur le privé. En fait, le moyen de dépasser cela, c'est de se mettre comme un habitant. Quand vous avez un besoin de santé, votre sujet n'est pas de savoir si ça va être le public ou le privé qui va vous prendre en charge, si ça va être le médecin libéral ou le médecin de la clinique ou le médecin de l'hôpital. Non, on doit avoir une réponse. Et donc nous avons fait le choix, même si le projet régional de santé d'Occitanie est, comme son nom l'indique, régional, d'avoir des schémas départementaux de santé. Nous avons un peu devancé la loi de Frédéric Valtou, parce qu'il nous semblait essentiel que les acteurs s'approprient et nous disent ce qu'ils voulaient faire. On a fait les CNR, l'ensemble des remontées qui ont lieu dans les différents CNR sont dans le PRS. Parce qu'il me semble important qu'on puisse prendre en compte tout ça et même qu'on le rende opposable. C'est-à-dire que quand un département nous dit qu'il faut faire un bus santé, eh bien on l'inscrit dans le PRS. Parce qu'il faut y aller, il faut le faire, on doit aller vers nos populations. Moi, je suis dans une région 90% rurale, on doit aller voir les habitants, parce que sinon, si on n'y va pas, c'est du renoncement à la santé, c'est du renoncement aux soins, et on doit se faire en sorte de l'organiser. Donc, c'est ce que nous avons mis en place, et nous allons aller plus loin. Et je pense que le député l'a dit, non seulement il faut se fixer des objectifs ambitieux, mais ensuite il faut les mettre en œuvre. Et la meilleure manière de les mettre en œuvre, c'est que ce soit les acteurs localement qui mettent en œuvre. Et donc nous allons installer dans chacun des départements, parce que c'est le choix qui a été fait dans la région Occitanie, où l'attachement au département est extrêmement fort, l'attachement au territoire, eh bien ce sont les acteurs, les usagers, les acteurs de santé et les élus qui vont mettre en œuvre. Et moi, je suis même prêt à aller plus loin, c'est-à-dire en leur donnant aussi, leur confiant la gestion d'un certain nombre de moyens. Et vous parliez de la permanence des soins en établissement de santé, ou de la permanence des soins ambulatoires, ou plus globalement de la permanence. C'est-à-dire comment on fait pour que 24 heures sur 24, on puisse répondre aux besoins, aux attentes, qu'ils soient ressentis ou pas justifiés. Le sujet n'est pas là, on doit répondre aux habitants. Eh bien, les acteurs devront définir entre eux ce qu'il faudra faire. Et à charge pour nous, agence, de savoir déroger. La Première ministre, quand elle est venue dans l'Aveyron, en annonçant le droit de dérogation aux directeurs généraux d'ARS, c'est bien pour pouvoir s'en saisir, pour simplifier les procédures, pour faire raccourcir les délais. Moi, je ne me satisfais pas que quand on décide d'implanter un scanner, il faille 3 ans pour l'implanter. Ne serait-ce que parce qu'il faut déjà au moins 6 mois d'instruction, puis ensuite le temps de prendre la décision. On peut aller beaucoup plus vite parce qu'il le faut. Oui. Et je pense que on a cité beaucoup, et ça ne veut pas dire qu'il faut pas nier les difficultés, mais notre système, il est extrêmement riche et il fonctionne en fait très très bien. Il suffit de se comparer à d'autres pays, et je pense qu'il faut aussi positiver, parce que si on veut, et ça a été dit en matière de formation, attirer nos professionnels, de jeunes professionnels, des nouveaux, si on veut que ceux qui sont actuellement dans les établissements ou en milieu libéral restent, il faut qu'on montre aussi tout ce qui marche, tout ce qui se fait. Il y a un nombre d'efforts importants. Et voilà. Et encore une fois, ce qui doit nous réunir, c'est répondre aux besoins des habitants et savoir les écouter de temps en temps. Et Lamine, le président, le sait. Il l'a dit tout à l'heure à demi-mot. Quand vous avez une maternité qui, dans le nord de l'Hérault, qui dessert l'ensemble des Cévennes, ferme, ou plus exactement suspend ses accouchements, moi, je ne me résous pas à ce qu'elle soit fermée. Parce que je me dis, l'ensemble des habitants qui sont là, ils ont droit à avoir cette maternité. Et on doit tout faire pour relever ce défi-là. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, on manque de professionnels, mais avec l'ensemble des mesures qui sont prises, et dès cette année, on le voit quand même, la suppression du numerus clausus fait que nous avons plus d'internes. Mais il faut bien entendu, pour arriver à l'internat, il faut 6 ans. Oui. Donc quand vous le supprimez en 2020, forcément, vous ne les avez pas dès 2023, l'intégralité du nombre d'internes en plus. Mais on voit très bien que
toutes ces mesures-là vont porter leurs fruits. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas prendre les mauvaises décisions, notamment en termes de structuration de l'offre de soins. Parce que si vous fermez définitivement un plateau technique, vous êtes certain que plus personne ne viendra. Mais pire encore, c'est toute l'offre de santé qui déclinera. Donc on se doit d'être ambitieux malgré les difficultés actuelles. Je pense que c'est le mot d'ordre qu'il faut retenir. Ouais. Et alors, vous disiez qu'il faut évidemment que tous les acteurs échangent, usagers compris. C'est ce que tout le monde dit, en fait, depuis le début de la matinée. Mais comment? Et surtout, tout à l'heure, Philippe Cruet disait il faut un leader. Qui pourrait jouer ce rôle? Les ARS? Écoutez, c'est assez simple. Moi, je considère que nous avons une instance dans chacun des départements qui s'appelle le Conseil territorial de santé. Il faut bien entendu aller bien au-delà de sa composition actuelle, parce qu'il doit être composé de l'ensemble des acteurs. Et c'est ce Conseil territorial de santé qui doit se saisir totalement de toute la question de la santé. Et encore une fois, j'insiste sur le mot santé, ce n'est pas uniquement les soins, c'est vraiment la santé au sens large du terme. Ensuite, les agences sont là pour accompagner, aider, faire en sorte que les décisions et les bonnes décisions soient prises, mettre de la souplesse, là également dans le système. Et j'ai à mes côtés le président de l'Axos de Nouvelle-Aquitaine, avec bien entendu la vigilance au niveau régional de l'équité de traitement de l'ensemble de nos concitoyens sur l'ensemble des territoires. Parce que ça, c'est notre rôle à nous, c'est le rôle avec les instances régionales de la CRSA. La démocratie sanitaire, je pense que c'est là le leader. Avec les usagers, avec les élus et avec les acteurs de santé, ce n'est pas l'un qui doit commander ou l'autre. Je pense que c'est collectivement que ce leadership doit être pris. Et je pense que cette instance du Conseil territorial de santé élargit encore une fois tous les acteurs, et j'ai oublié de le dire, bien entendu, avec l'ensemble des services de l'État et bien entendu le préfet de département, on doit vraiment se saisir là. Et je pense qu'on a l'outil. En fait, aujourd'hui, il suffit de le prendre et d'aller jusqu'au bout de la démarche, et pas uniquement de consulter les instances de démocratie sanitaire. Non, demander aux instances de démocratie sanitaire de faire. Oui. Merci beaucoup. Lamine? Oui, un petit mot. D'abord, saluer Frédéric Valtou et te dire, Frédéric, que tu me manques, que nos échanges me manquent et que j'ai perdu un contradicteur du secteur public de grande qualité. Et j'ai trouvé tes propos mesurés. Alors c'est peut-être parce que depuis que tu es parlementaire et que tu dois composer avec l'ensemble des je dirais, des forces vives de l'Assemblée, tu dois voilà, peut-être être plus souple. Un petit mot qui m'a alerté, tu as dit si la loi poursuit son chemin parlementaire. C'est-à-dire que tu penses que ça peut s'arrêter, que ça ne peut pas aller au bout. Quel est le sens de ton mot d'introduction? Ou alors peut-être c'était l'émotion à distance. D'abord, merci Lamine de tes mots. Effectivement, je ne sais pas si je me suis tempéré du fait d'être parlementaire ou finalement c'est à force de travailler ces sujets, on a une approche qui est plus équilibrée des choses. Mais au-delà de ça, non, pardon si j'ai été ambigu. La loi ira au bout de son parcours parlementaire. Je pensais plus à la disposition qui concernait. Je crois que je parlais à ce moment-là des CPTS. Je ne sais pas ce que le Sénat décidera et je ne sais pas dans quelle mesure l'Assemblée aura envie de composer ou pas avec le Sénat. Donc il y a encore des incertitudes sur l'équilibre final du texte. Par contre, sur l'issue parlementaire, elle ira. Je rappelle que dans ce texte, il y a des figures, des engagements qui étaient ceux du président de la République. Donc c'est un texte qui est très soutenu par le gouvernement, qui souhaite l'amener jusqu'au bout. Normalement, lecture au Sénat fin octobre, début novembre, a priori plutôt début novembre, pour une CMP ou une deuxième lecture dans chacune des chambres avec le dernier mot à l'Assemblée avant la fin de l'année. L'objectif du gouvernement et de la majorité présidentielle, c'est que ce texte soit voté avant le 31 décembre de cette année. Merci. Alors, on a soutenu ta PPL, tu le sais, d'autant plus que tu as entendu certaines de nos revendications, notamment sur la coercition des médecins, le service public de santé, et puis la PDSES, où c'est vrai qu'on a passé des heures et des heures, non pas avec toi, parce que tu étais concerné et serein, mais pour expliquer au précédent cabinet qu'on ne pouvait pas demander à un libéral d'aller dans une clinique ou un hôpital qu'il ne connaissait pas. Voilà, ça a été acté. Sur la PDSES, oui, on va répondre présent, bien sûr. Tu l'as dit, 90-10 aujourd'hui, on espère que ce sera plus équilibré. Mais il faut tout de même faire attention à une chose.
On a obtenu, nos médecins urgentistes ont obtenu la rémunération de leur garde et astreinte dans le service d'urgence, la fameuse PDSES de nuit et de week-end. Il y a encore 4 régions, pas la tienne, 4 régions qui n'ont pas rétribué les médecins sur l'année 2022. 4 régions. C'est quand même pas normal. C'est une dotation d'État décidée par un ministre et 4 régions n'ont toujours pas rémunéré. Donc là, il y a une pénibilité qui n'est pas récompensée, puis surtout un désengagement des médecins libéraux. Comment expliquer aux médecins libéraux, tu vas prendre des nuits, tu vas prendre des gardes et puis tu ne vas pas être rémunéré avec une concurrence des centres de soins non programmés qui ferment tous à 20h et nous sommes là la nuit. Donc là, attention à la PDSES, il faut vraiment qu'il y ait une application de la rémunération. Philippe, j'ai bien aimé tes propos. Responsabilité, humanisme, équité, voilà, ce sont des valeurs qu'on partage à la Fédération et merci de le porter dans cette belle région. Didier, Églantine, vous avez demandé s'il y avait un vrai patron. Ben, on a des ARS avec des vrais patrons et des vraies patronnes. Ça, c'est clair. On est fiers sur les territoires d'avoir cette représentation. Bien sûr, tout n'est pas simple. Bien sûr, les délégués territoriaux sont importants par département. Mais voilà, nous, on soutient les ARS parce qu'il faut qu'il y ait un chef. Alors c'est vrai, il faut que ce chef soit à l'écoute des 2 composantes. C'est le cas dans de nombreuses régions. Mais il faut être attentif tout de même à qu'il n'y ait pas toujours ce tropisme vers le public. Olivier, je vais te tendre un piège affectueux et amical que tu ne pourras pas refuser. Quand je t'entends parler avec ta sagesse, ta connaissance du milieu professionnel, tu sais qu'à Paris, il nous manque une représentation. Il nous manque une représentation des présidents, des présidentes CME. Un engagement de plus. Et on en a parlé hier et tu as accepté d'être celui-ci. Donc j'espère que tu pourras dégager le temps nécessaire parce que lorsqu'un médecin parle, c'est tout de même bien qu'il soit avec la fédération et qu'on puisse porter 2 voix, la fédération et la parole des médecins. Donc j'espère que tu pourras reprendre ce flambeau des présidents de CME, président, parce que ça nous manque grandement à Paris. Merci. Merci beaucoup.